j'ai nommé Jean Tel. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Amis spectateurs, vous devez le savoir, nous n'avons pas terminé encore les présidentielles, car déjà, il nous faut penser au municipal. Et laissez-moi vous dire qu'à Marseille, ça va être du sport. Car en effet, je ne sais pas si vous lisez bien la presse, vous avez dû constater que déjà, bien avant que Chirac et Balladur se mettent d'accord, ici à Marseille, déjà, RPR et UDF étaient d'accord. Il y a des gants socialistes, il est d'accord avec les communistes. Ça va faire du bruit, ça. Et il voulait également M. Masse. Ah, Masse, qui est socialiste aussi. Lui, il se met avec Dari, derrière qui plane l'ombre de M. Tapi. Ah, mais ça va faire du progrès. Et naturellement, sur ces élections qui nous attendent, je me suis permis, il y a 2 jours, d'écrire à quelques lignes, que je vais me permettre de lire d'ailleurs, pour vous parler un petit peu de ces élections municipales marseillaises. Qui va obtenir la mairie? Eh bien, nous ne le savons pas. Nous allons essayer de deviner ça. C'est pour ça que j'ai écrit, et je vais vous dire pour la première et la dernière fois d'ailleurs, je vous salue, mairie. Chers Marseillais et Marseillaises, au mois de juin, il faudra voter pour découvrir, ne vous déplaise, les maires qui vont nous adopter et nous protéger de leurs ailes. On trouve de tas de prétendants prêts à nous prendre en tutelle et nous bercer pendant 6 ans. Chacun vient nous serrer la destre. Il y a des gauchers, il y a des droitiers, mais je crois qu'ils sont tous ambidextres quand ils visitent nos quartiers. Des 2 mains, ils tiennent notre poigne, puis en nous fixant fixement, et juste avant qu'ils s'éloignent, ils récitent leur boniment. J'ai des projets pour notre ville, il faut qu'elle soit respectée, et pour que j'aie l'hôtel de ville et vous montrer mes capacités, vous pouvez me faire confiance, ça va changer, c'est certain. Vous aurez mon expérience, si moi, j'ai votre bulletin. Évidemment, c'est donnant, hein. Ancien adjoint à la culture, je vais vous les présenter. Ancien adjoint à la culture, le poète Christian Poitevin, pour la suprême magistrature, se présente comme dauphin. Il veut mettre en vers nos problèmes, pour les chanter tous azimuts, montrant ici, j'en suis tout blême, qu'il poète plus haut que son luth. Il y a Perdomo qui se profile, telle l'ombre de Monte Cristo. Hélas pour lui, dans notre ville, il a le peine, mais pas le couteau. On voit Hermier le communiste, jaloux du maire inopportun, lors très souvent à l'improviste, il stoppe ses transports en commun. Ça arrive régulièrement. Né à Mazarques, près de l'Obélisque, ex-conseiller, ex-député, ex-prof d'un collège catholique, le gars Jean-Claude, s'il devient maire, de ciseler notre destin. C'est normal qu'il joue à l'orfèvre, du fait qu'il s'appelle Godin. Vous voyez le rapprochement, Il y a le mari de Marilyn, tout fringant, tout vigoureux, qui du port à la Valentine aux Marseillais vient faire coucou, pour leur dire de façon courtoise, votez pour moi au premier tour, ça fera plaisir à ma bourgeoise, qui pourra dans ses beaux atours régenter son espace mode en jouant les Coco Chanel, pendant que j'irai aux antipodes faire mes voyages traditionnels. Ah oui, ça, Vigoureux, lui, peut-être pas trop Marseille, faire des voyages. Vive la Végan, l'homme qui nazire, mais n'hésite pas, sacré gaillard, à dépenser une bétille, la valeur de plus d'1 milliard pour loger de façon princière son très cher conseil général. À présent, comme pied-à-terre, il voudrait, ça c'est pas banal, devenir bientôt notre édile pour habiter tel un Milord, mi-banlieue et mi-centre-ville. Et nous, nous payerons le transport. Mince, lui, veut devenir maire, grâce à un gars qui est tapis discrètement dans son repère, pas très loin du parc Borély. On l'appelle, autant que je me souvienne, soit le discrédit lyonnais, soit le banquier de Valenciennes. Franchement, je ne vois pas qui c'est. Enfin, redescend de ses cendres, Urbi, Urba, voici pesé, vous l'avez reconnu, qui, oubliant certains esclandres, estime que tout bien pesé, il a le look et la facture pour doubler Robert Vigoureux. Car fausse ouvrée, question facture, disons que lui, il en connaît un coup. On a un bon souvenir. Je vous ai cité les chefs de file
Qui gagnera dans ce lot? Qui gagnera l'hôtel de ville? Mais c'est plus dur que le loto. Aussi enjoint, mes très chers frères, et vous les enfants de mairie, allez prier pour le futur maire en répétant ma litanie. Je vous salue, mairie pleine de rapaces. Vos seigneurs, SAI bien entendu, vos seigneurs sont à vos genoux, vous êtes le nid de bien des drames, car ceux qui perdent votre bataille sont bannis. Amen. Ça ne vous empêche pas de voter, naturellement. Ah, mesdames et messieurs, puisque nous parlons des élections, vous devez écouter, et là nous avons nos deux candidats, Jospin et Chirac à l'heure actuelle, vous devez écouter leurs promesses, car c'est quelque chose de merveilleux. Alors, ils en disent tellement, il faut revenir un petit peu en arrière. C'est pour ça, il y a, vous devez savoir, en France, nous sommes des coquins, il y a un tas de personnes, dont je fais partie d'ailleurs, qui écoutent les discours, qui lisent la presse, et qui, lorsqu'il y a une anomalie ou quelque chose qui paraît étrange, découpent et conservent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me permettre de vous dire toutes ces promesses que l'on est en train de nous faire. Remarquez, il y a 29 qui nous faisaient des promesses, regardons les deux derniers. Ils sont cités souvent, on parle de combattre le chômage. Eh bien, laissez-moi vous dire que combattre le chômage, ça ne remonte pas à hier, puisqu'en effet, le premier qui a fait une déclaration pour combattre le chômage, et je vous signale bien entendu que tout ceci est exact. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais enfin, comme dit le proverbe, qu'importe les lèvres, pour lui connaître la plaisanterie. Le premier qui a parlé du chômage, c'est M. Armand Fallière, en 1905. Voilà ce qu'il a déclaré. On se demande où ils vont chercher ça d'ailleurs. Le seul moyen de combattre le chômage, c'est de donner du travail aux chômeurs. Ben mon vieux, il fallait trouver ça. Remarquez, la France a été subjuguée, ça se passait en 1905. En 1906, on l'a nommé président de la République. Ah, la vérité, comme lui, il faut le garder. Un peu plus près de nous, c'est-à-dire en 1977, vous voyez, si je conserve, il y a M. Michel Debré, celui qui était surnommé par tous les chansonniers la mère Michel, et bien lui aussi avait trouvé une combine pour parler du chômage. Voilà ce qu'il avait trouvé. L'augmentation du nombre de travailleurs en augmentant le travail crée des emplois. Il doit descendre de la famille de la Palisse. Il y a eu Michel Rocard. Alors lui, c'est rapide, c'est clair, c'est net. En 81, Michel Rocard a déclaré « Il n'y a pas d'employés sans employeur ». Et vice-versa, ça il a oublié de le dire. Il y en a un qui était jaloux de tout ça, c'est notre mère, c'est M. Vigouroux, qui en 91, devant le conseil municipal sidéré, a déclaré, lui aussi s'est penché sur le problème du chômage. Si le taux de chômage est trop élevé, c'est qu'il n'y a pas assez de travail. Vous voyez, les gens connaissent le bout, ils sont coquins, mais c'est pas tout, il a ajouté, et s'il n'y a pas assez de travail, c'est qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Alors voilà, c'est simple, il fallait le prouver. Et un qui est magnifique, alors, c'est Pierre Mauroy. Ah, Pierre Mauroy, lui, c'est un champion, on va le retrouver quelquefois. Voici, en 81, ce qu'il a déclaré. Mais alors, il était sûr. Hein. Comment ne pas voir que la remise au travail du plus grand nombre de Français est le seul moyen de mettre un terme au chômage? Évidemment, c'est tout le monde travaille. On a dit, il a oublié une chose, il s'est trompé tout de même, car s'il n'y a plus de chômeurs, où on va mettre les gars qui travaillent à la NPE? Et pas de chômeurs, non, ça va tout recommencer. Un qui a été catégorique, très court, c'est François Mitterrand. En 81, il a déclaré « La France ne comptera pas 2 millions de chômeurs ». Ben lui, il s'est pas trompé, il y en a 3 millions. Lui, il a dit la vérité, au moins. Pierre Mauroy. Ah, Pierre Mauroy, il revient. À la fin de 1982, il n'y aura plus un chômeur de 16 à 18 ans. Malheureusement, il y en a eu de plus en plus. Alors il s'est rattrapé. Quelques temps plus tard, il a déclaré, c'est la vérité, ce n'est pas de notre faute si les Français ont fait tant d'enfants il y a 20 ans. Évidemment, les gars qui sont au chômage, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils peuvent venir ici pour 40 francs, ça va, mais ça, en ville, ils ne peuvent pas y aller, ils font des gosses. Alors, il était toujours bien embêté, ce Pandora. Heureusement, il est arrivé l'ineffable Jacques Lang. Ah, lui, il a remis les choses en place, il a dit, voilà, la montée du chômage prouve, paradoxalement, la bonne santé de notre démographie. Il y a des gosses, il y a des chômeurs. Plus il y a des gosses, plus il y a des chômeurs, ça fait la balance. Il y a un qui est sensationnel, c'est le brave Laurent Fabius, qui
Après, et voilà à peu près ce que j'ai à déclarer. Ça vaut son pesant de roupies de Sansonnet, c'est moi vous dire. Dans le régime des charbons, il n'y a pas de licenciement. Il y a des suppressions d'emplois. Ce n'est pas pareil. Évidemment, reconnaissez, il est plus facile et plus agréable de perdre son emploi que d'être foutu à la porte. Ça, automatiquement. Alors, je vais dire à tous ces messieurs, leur dire une pensée qui est de Confucius. Vous voyez, ça remonte à 2500 ans, sur toutes ces promesses. Voilà ce qu'avait dit Confucius, qui n'était pas si bête que ça. Examine si ce que tu promets est possible, car la promesse est une dette. À eux de payer maintenant. Mesdames et messieurs, je pense qu'il y a parmi vous des amateurs de cinéma, et vous devez savoir tous et toutes que le mois prochain à Cannes va se dérouler le 10e Festival du cinéma. Et laissez-moi vous dire un aveu, je suis un passionné de cinéma, j'adore le 7e art, et c'est pour ça que je me suis dit un jour, il faudrait que j'écrive une histoire d'amour, tiens, c'est assez original, mais une histoire d'amour composée strictement que de titres de films. C'est-à-dire que dans le texte que vous allez écouter, il n'y a que des titres de films, je me suis permis simplement d'ajouter de temps en temps une virgule ou un point. Cette histoire d'amour, je peux vous la raconter, mais bien entendu, il lui fallait un titre. Alors j'ai cherché, puis j'ai dit, j'ai trouvé un titre de film qui était très bien, un film italien qui s'appelle L'amore in città. Oui, je crois que c'est città, la ville, quoi. Hein, amour à la ville, quoi. Mais naturellement, comme dans tous les films qui viennent de l'extérieur, il fallait faire une traduction, et comme les producteurs, je l'ai intitulé Nuit blanche. Donc, dans le cinéma, c'est ce qui se fait. Allons-y. Minuit, place Pigalle, Monsieur Ripois, un homme tranquille. Brève rencontre, une femme perdue, Angèle, la diablesse au collant rose. Elle et lui, entente cordiale, la traversée de Paris, remontant les Champs-Élysées, le chemin du péché, la rue de la honte, le cercle rouge, Hôtel du Nord. L'escalier sans fin, la chambre jaune, éclairage intime, le lit à colonne, la femme nue, la bête s'éveille, le diable au corps, Fantasia, la Bandera, le grand jeu, le chemin du paradis, la chevauchée fantastique, jeux interdits, le bal des pompiers, la course au potiron, c'est un vieux film, mais enfin je l'ai pressé quand même. Le voyage dans la lune, Pinocchio. Après l'amour, à bout de souffle. 5 heures de sursis, le grand sommeil. 4 heures du matin, le jour se lève, retour à la vie. Mademoiselle s'amuse. Regain. Un revenant. La grande illusion. La chevauchée de l'honneur. Espoir perdu. Les 2 orphelines. Les miracles n'ont lieu qu'une fois. Les inconnus dans la maison, le monsieur et madame, Pépé le Moco, l'arnaqueur. L'éternelle chanson, chantage pour une poignée de dollars. Dieu vous le rendra, adieu chéri, ciao pantin. La fuite. Les 39 marches, 4e vitesse. Retour à l'autre. Seul dans la nuit, le mot de Cambronne. Autant qu'on emporte le vent. Vous avez dû remarquer, si vous aimez le théâtre, que de plus en plus se montent des compagnies théâtrales subventionnées, richement, comme le théâtre. Voilà laquelle partie. Et naturellement, toutes ces compagnies théâtrales ont pris l'habitude, lorsqu'ils sont en mal de copies, en mal de pièces, de monter des Molières. Et alors là, les metteurs en scène se régalent parce qu'en effet, ils montent
Molière a leur idée, il le transforme, il coupe des personnages, il en ajoute, il change les situations. Tenez, en ce moment à Paris, d'ailleurs ça va venir en province, on va nous le passer, on a repris les favoris de Scapin avec Smaïn. Ça se passe sur le port de Marseille avec des Africains et des Nord-Africains. Je ne sais pas si Molière a vu les favoris de Scapin sous cet angle, mais enfin c'est comme ça, donc on massacre un petit peu ce pauvre Molière qui malheureusement n'y peut rien. Alors voyant cette façon désinvolte de jouer avec Molière, laissez pas vous dire que ça m'a traumatisé. Étant un être très sensible, aussi je vais tenter de vous expliquer mon état d'âme et vous l'expliquer comme il se doit à la manière de Molière. Nobles seigneurs et gentes dames, afin de comprendre mon drame, prêtez une attentive ouïe au cruel dilemme que je vis. Depuis que chacun à sa manière voit et interprète Molière, depuis qu'il est l'ultime bouée des producteurs non candidés, et que chaque salle que son replâtre se prend pour l'illustre théâtre, j'ai l'impression, dès mon réveil, de vivre au temps du roi Soleil. Suis-je agonisant de fièvre, ou bien malade imaginaire? Un diaphorus de mes amis, qui est médecin malgré lui, m'a dit ton cas et son mystère ne nécessite aucun clistère, tu es simplement l'étourdi, conquis par l'ami de Lydie. Chez Molière ne prend pas Racine, ou bien alors ça se devine, ton cas est en s'aggravant, jusqu'à te prendre pour Don Juan. Va donc plutôt, l'âme sereine, plonger dans le lit de la Seine, ou mieux étant fils du Midi, suis le Rhône en longeant son lit. J'ai dit non à l'énergumène, ne sachant pas où c'est l'hymen. Vous voyez, ça fait petit à petit, vous inquiétez pas. Je suis parti tel monsieur Jourdain, loin des favoris de Scopin. Ses suggestions étaient précieuses, ridicules et puis moqueuses. Vouloir noter mes illusions, ah quel drôle d'amphitryon, mais aussi pauvre visionnaire, qu'avais-je faire dans cette galère? Aux amis de monsieur Purgon, je préfère Bernardio, le patron, quand j'entends crier à tue-tête, ma recette, ma chère recette. Vous connaissez, hein? Mon rêve m'éloigne des fâcheux. Je vis au siècle merveilleux. Marseille, ville où je rimaille, se transforme pour moi en un grand Versailles. Irma Rapuzzi. Vous vous souvenez d'Irma Rapuzzi? C'était le bras droit de Gaston Defferre pendant plus de 30 ans. Elle a disparu maintenant. Eh bien, Irma Rapuzzi, c'est frappant, me rappelle la Montespan. Vigoureux, ô vision suprême, et pour moi, Louis le XIVe, épiant les jeux sibyllins du dauphin, Jean-Claude Gaudin. Edmond de Charleroux, la lettrée, devient madame de Sévigné, qui dans ses propos se déguise en subtile éminence grise. Tapis, se croyant déjà le maire, et gardien du masque de fer. Ah, attendez, placez. Pendant que Végan est pesé sous le mariage forcé, et bien que son front se développe, Perdomo, lui, joue au misanthrope, qui veut, depuis qu'il a le peine, faire de Marseille un bourg saint. Publicité non payée. Évidemment, tous ces visages me confortent dans mon mirage. Les maghrébins qui sont ici sont pour moi des babamouchis. Très souvent dans les rues, je flâne, et quand je croise des courtisanes, sachez qu'à la rue Sénat, il y a dans les troupes au combat, on signale qu'il y a des célibataires. Toutes me font la révérence, me dévoilant avec complaisance des rondeurs hors de leur baignoire. Cachez ces seins que je ne saurais voir et ma réponse à leurs avances. Depuis amis et connaissances qui savent que la table est mon point fort, m'appellent Tartuffe du Périgord. Appétissant. Quoi que je dise ou que je fasse, c'est Molière qui vient en surface. Tenez un exemple frappant. Dernièrement, tout en rêvant, j'ai croisé vers la rue Rouvière du Tapin une vieille ouvrière. Une femme savante en baiser, que plus d'un ici a croisé. Alors, on compris, il faut même pour la rue, c'est des histoires de famille. Je souhaitais à l'ancienne veille le bonjour, pris de ses nouvelles. Et le métier, s'il va fort, non, dit-elle, le petit chat est mort. Là, pour la recycler, ce sera dur. Le plus drôle, quelle coïncidence, c'est la nièce d'une connaissance. Sur Molière, ce soir, j'ai voulu vous présenter cet impromptu. Mais j'arrête ici mon bavardage. On se nourrit de bonne soupe et non de beau langage. Damoiselles et damoiseaux, sur mes propos tirant rideau, de peur, tragédie sans pareil, de vous voir bailler au corneille. J'aime Molière, c'est certain, mais je n'ai pas l'amour médecin. Aussi ami tel Sganarelle,
je m'éteins avec les chandelles. Je vais demander à Didier de clore cette soirée avec quelque chose qu'il a écrit. Vous allez le découvrir. C'est gentil d'être venu. Oh. Parce que c'est quelqu'un que nous, en tant que comédien, on apprécie beaucoup. Du haut de ses 40 ans d'expérience, parce que c'est quelqu'un qui, pour nous, J'ai débuté à 5 ans. est assez bon. Voilà, donc c'est quelques lignes. J'ai écrit en alexandrin, parce que je sais qu'elle fait plaisir. À jamais. Bien sûr. Celui qui en public ne cesse de briller par ta présence ce soir plus qu'exceptionnelle, nous jeunes comédiens voulons te remercier de ton soutien moral, ô toi, le grand Jantel. Depuis plus de 30 ans et quelques poussières de tous les music-halls, il a hanté l'éloge. Avec ses mots d'humour d'aujourd'hui et d'hier, on ne peut que peu dire, sinon qu'en faire l'éloge. Encore merci à toi d'être ce que tu es, le public toujours là, accroché à tes lèvres, ton talent nous inspire et force le respect. Nous sommes attentifs, nous sommes tes élèves. Ces bons mots sortent de ta bouche rieuse, tourbillonnent et s'envolent, on ne les oublie plus. Ce corps fringant d'athlète qui rend ta femme heureuse. Quelques maritimes, mais elles sont déçues. Oh, les projets s'éteignent et le rideau descend. Encore un petit mot avant que de partir. Sache que désormais, et de ton bon vivant, ta place est réservée au Panthéon du Rire. Oui. Bruno Vitali. Jantel, les met en vente, c'est un plaisir de vous dédicacer. Je vous signale que c'est le texte que Bruno a dit.